Alors bonjour l'école numérique de cardiologie, bienvenue pour un grand entretien avec deux protagonistes bordelais qui ont contribué au développement de la rééducation cardiaque et de la cardiologie du sport en France. Donc on a la chance de recevoir le professeur Jean-Paul Broustet, qui a longtemps dirigé le service des maladies coronaires de l'hôpital cardiologique du CHU de Bordeaux. Il est à l'origine de multiples publications, ouvrages et travaux de thèse sur les thématiques de la maladie coronaire, des tests d'effort et de la rééducation des patients cardiaques. Reconnu par ses pairs, ancien président de la Société française de cardiologie, il fut surtout un pionnier dans le domaine de la rééducation cardiaque, à l'origine d'un changement de paradigme dans la pratique, en bannissant le repos forcé imposé à l'époque, après un accident coronarien, et en préconisant au contraire une reprise rapide et contrôlée de l'activité physique pour éviter les conséquences psychologiques, sociales et médicales du déconditionnement. Et aujourd'hui, en partie grâce à lui, la rééducation cardiaque est hautement recommandée chez le patient coronarien et l'insuffisant cardiaque. C'est un grade 1A des recommandations des différentes sociétés savantes. Et ils y encouragent une pratique précoce. Et le deuxième intervenant est son héritier spirituel, le professeur Hervé Douard, ancien responsable de la filière coronaire programmée et de la rééducation cardiaque ambulatoire au CHU de Bordeaux. Il a longtemps été responsable du groupe de travail sur la réadaptation cardiaque et la cardiologie du sport au sein de la SFC. Et maintenant, jeune retraité. Bonjour professeur Broustet, bonjour professeur Douard. Bonjour Jérôme. Alors la première question que j'aimerais poser, c'est pour le professeur Broustet. Pouvez-vous nous raconter comment vous est venue cette idée courageuse, pour ne pas dire folle pour l'époque, de bannir le sacro-saint repos du coronarien aigu? Elle m'est venue à la suite de contacts que j'avais eus avec des confrères suédois et allemands qui avaient commencé déjà les levées précoces. Et puis, à l'époque, on ne communiquait pas aussi facilement que maintenant. Et c'est par des lectures que j'avais appris le principal, je pourrais dire mon maître spirituel, c'était Östrand, qui était un physiologiste suédois de l'effort, qui avait très bien montré le bénéfice de l'effort, les ravages de la sédentarité. Et puis, on souffrait de voir nos patients confinés, épuisés, démoralisés par ces séjours trop longs à l'hôpital, trop longs chez eux. Et nous avons commencé un jour avec le feu vert enthousiaste du professeur Bricot, le feu vert un peu plus inquiet de mon père qui était à l'époque déjà âgé et dont toutes les ordonnances commençaient par mener une vie calme, exemple de gros efforts physiques. Ce qui fait que l'ambiance était spéciale. Et donc on a levé les premiers patients. On n'avait pas d'échocardiographie, pas de coronarographie. Donc c'était la clinique qui nous disait s'ils étaient en insuffisance cardiaque. On pouvait en avoir leur trouble du rythme. Alors on les asseyait au bord du lit, on regardait si quand ils se mettaient debout, ils n'avaient pas la tête qui tournait, puis on leur faisait faire le couloir, et puis au bout de 3 ou 4 jours, on les mettait sur une bicyclette dans les sous-sols de l'hôpital, et on les faisait pédaler, et on s'apercevait qu'il ne se passait rien du tout. Et qu'ils étaient tout contents de s'être levés tôt, et très vite ça a déteint sur les autres malades à la fois de l'hôpital et de la cité, parce que les gens qui étaient passés chez nous, avec des infarctus qui avaient été levés très tôt, qui venaient faire du vélo régulièrement, les autres ne les croyaient pas au début. Et on a eu pas mal de difficultés avec les cardiologues de ville, les confrères de ville qui pensaient que c'était très dangereux. Après, on a eu l'accident de Goscinny, qui est venu qu'en 1976, mais qui a donné comme un coup de frein aux épreuves d'effort et à la réadaptation. Parce qu'il est mort en faisant une épreuve d'effort, et ça, on en parle encore maintenant parfois. Alors après, on a voyagé, on a vu que les gens faisaient des entraînements de plus en plus durs, et que les Israéliens avaient fait des Jeux olympiques des cardiaques, où ils leur faisaient faire des sprints, des choses qu'on n'oserait plus tout à fait faire. Et puis après, le problème, ça a été de transformer ça sur le plan administratif. On a ouvert un petit centre dans les sous-sols, on a eu l'accord de la sécurité sociale pour les séances d'entraînement, mais tout a été fait quand même avec beaucoup de bénévolat, de participation, et en fait on n'était absolument pas couvert contre les risques. On a eu beaucoup de chance dans les premières années, même ensuite, de ne pas avoir de mort subite pendant les séances de tapis roulant ou de vélo chez des patients qu'on ne connaissait pas, puisqu'on n'avait pas leur coronarographie, on n'avait pas leurs échographies. C'était pas facile quelquefois. En quelle année se situait-on quand on a commencé la rééducation précoce après les infarctus non vascularisés?
67, on a constitué un petit groupe de patients qu'on a gardé longtemps, qui étaient très ischémiques. Et on a appris, par exemple, la grande utilité d'utiliser la trénitrine avant l'effort. C'est une chose qui était peu ou pas connue, seulement quelques patients. Et quand on voyait les bénéfices sur un test d'effort chez un patient qui était son témoin d'un spray, d'une dragée de trénitrine, c'était concluant et ça permettait d'entraîner, de faire travailler des gens qui auraient eu trop d'angor sans la trénitrine. Quelles étaient les réactions du milieu médical, cardiologique en particulier à l'époque? Écoutez, je vais vous citer une phrase du professeur Lenègre, qui était un grand ami de mon père. Et Lenègre lui avait dit, écoute, dis-leur d'être prudents, ils auront des ruptures cardiaques, parce que tous les matins, je fais l'autopsie des malades qui sont morts d'infarctus dans mon service, et je peux te dire qu'il n'y a pas de cicatrisation avant 45 jours. Mais M. Bricot et moi, qui avions l'enthousiasme de la jeunesse, on avait balayé cette objection. Et Monsieur Douard, comment vous avez vu évoluer la rééducation cardiaque ces 20 ou ces 30 dernières années, avec de nouvelles indications qui étaient avant des contre-indications, et bien sûr de nouvelles techniques de réentraînement? Pour les indications, effectivement, au départ, c'était les coronariens, notamment dans les SCA, dans les post-infarctus. Et puis, les recommandations de type 1A, maintenant, sont largement élargies, notamment dans la science cardiaque. C'est les deux piliers, les deux indications principales. Le reste, ça reste des niches, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement, par exemple, avec le développement du TAVI, des papiers sur l'adaptation post-TAVI. On en voit dans les cardiopathies congénitales, mais on manque de structures dédiées pour ce type de patients, même pour les assistants circulatoires. Enfin, tout ça, c'est des niches. C'est essentiellement l'insuffisance cardiaque, malheureusement, qui dans l'indication, ne remplit que de 5 ou 10% la file des patients qui sont pris en charge. Malheureusement, il y a une sous-utilisation pour l'insuffisance cardiaque. Et puis, même si la pierre angulaire reste l'exercice, les structures de réadaptation ont beaucoup évolué. C'est-à-dire que nous, ce qu'on faisait, c'était au départ des cours, mais ça a évolué avec ce qu'on appelle maintenant l'éducation thérapeutique, un terme peut-être un peu trop pompeux, c'est-à-dire que c'est devenu très administratif. Il faut des validations de formateurs, des évaluations quinquennales, etc. Mais bon, c'est utile, hein, quand c'est bien fait. C'est sûr que les ateliers sont un support supplémentaire pour favoriser l'adhérence, pour limiter les facteurs de risque, adhérer aux thérapeutiques, etc. Donc ça a beaucoup évolué, même si malheureusement, on sait qu'actuellement, dans le post-SCA, il n'y a que 30% des patients qui sont adaptés, ce qui est largement insuffisant, et encore plus pour l'insuffisance cardiaque. Et quels sont les freins d'ailleurs à cet adressage en rééducation? Ça, tu connais bien parce que tu avais travaillé le sujet. Mais il y a des réticences qui sont liées à la faiblesse des structures. Hein. Actuellement, il y a un nombre de demandes de cardiologues réadaptateurs qui est considérable. C'est pas une surspécialisation qui attire beaucoup les jeunes, notamment. Donc, manque de personnel, un peu comme tous les hôpitaux, malheureusement, en ce moment. Manque de structure. Et puis également des freins liés aux patients, bien sûr, mais qui peuvent se comprendre dans certaines situations. Les artisans, les professions libérales, malheureusement, il faut qu'ils retournent très vite au travail. Mais des freins, ça c'est beaucoup plus grave, liés aux médecins et même certains cardiologues, notamment après angioplastie. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de combattre. D'accord. Il y a aussi un outil qui est, je ne sais pas s'il est toujours utilisé, c'était le banc de travail segmentaire, qui je crois a été développé à Bordeaux d'ailleurs par l'un de vos disciples, le professeur Broustet. Eh bien, c'est une drôle d'histoire. Enfin, moi, j'étais pas très au courant de ça. J'avais commencé à lire les travaux de M. Sullivan, qui avait été le premier à publier que des gens qui avaient une insuffisance cardiaque de type systolique, enfin, pas avec des fractions d'éjection abaissées, qui avaient publié une augmentation de leur performance, etc. Et alors, il se trouve que je m'étais cassé le genou pendant l'été, et je faisais de la rééducation très dure pour mon genou, et je soulevais à bout de jambe, au bout de quelques temps, des poids plus énormes du côté cassé que du côté non cassé. Et je me disais quand même, c'est énorme, c'est fort. Je prenais mon pouls, il n'augmentait pratiquement pas. Je faisais travailler que les quadriceps, et je m'étais aperçu que c'était segmentaire, hein, que le rythme n'augmentait pas. Et puis là-dessus, j'ai lu, on se rendait compte que quand on fait travailler que quelques groupes musculaires en même temps, il n'y a pas d'augmentation réelle du débit cardiaque et de la fréquence cardiaque.
ce qui permettait, et alors l'idée nous est venue de prendre des cardiaques au stade 3 bien sonnés, qui à l'époque on les gardait dans les hôpitaux, on ne les renvoyait pas chez eux, et de leur faire faire de la réadaptation. On était très prudents là aussi, et là aussi on a eu la bonne surprise de voir que les gens qui étaient au fauteuil, qui étaient essoufflés, et ben, très vite ils s'amélioraient aussi. On peut citer le nom de Michel Koch, puisqu'il était chef de clinique avec moi à ce moment-là, et c'est lui qui avait fait un stage en réadaptation fonctionnelle, en plus de son cursus de cardiologue, et celui qui a mis au point petit à petit ces bancs de réadaptation segmentaire. On a même eu un malade en attente de transplantation cardiaque qui était professeur dans un lycée technique, et avec ses élèves, il avait construit un banc qu'il nous a offert après, et qu'il a utilisé lui-même avant sa transplantation. Et quels sont les bénéfices reconnus de la rééducation et quels sont les mécanismes qui expliquent ces bénéfices? Alors, les mécanismes, ils sont vraiment très nombreux. Hein. Ça pourrait faire l'occasion d'un début, mais les mécanismes, ils sont à la fois directs et indirects. Via l'éducation thérapeutique, on joue sur les facteurs de risque. Et donc, c'est un effet anti-athéroscléreux qui est reconnu. Mais il y a un effet anti-athéroscléreux qui est propre à l'exercice physique. La réadaptation a progressé grâce à un certain nombre de connaissances scientifiques qui ont été réalisées ces 20 dernières années. Notamment, il y a plein de travaux sur l'endothélium, qui est un élément clé justement de ces mécanismes d'amélioration. Et c'est pas le seul. Il y a des effets antithrombotiques, antiarythmiques surtout, qui sont reconnus et pas simplement liés au bêta-bloquant que la plupart des patients prennent. Et puis des effets qui ont longtemps été discutés sur le développement de la collatéralité et qui sont maintenant admis. Hein. Il y a des preuves expérimentales chez l'animal, mais également chez l'homme, qui montrent qu'effectivement, il y a un certain nombre de mécanismes qui entrent en jeu grâce à la pratique régulière de l'exercice physique. Donc les mécanismes, ils sont très nombreux, bien reconnus sur le plan scientifique, et ça a apporté un côté sérieux à cette discipline qui était peut-être vue de façon un petit peu légère, mais qui maintenant a un background scientifique tout à fait validant. Mais vous préférez une rééducation hospitalière qu'ambulatoire ou pas particulièrement? Non, il vaut mieux la faire en ambulatoire quand c'est possible. Le problème, c'est que les gens... Il ne faut pas que les gens soient plus d'une demi-heure d'un établissement, sinon il y a la fatigue du voyage, le coût, etc. À l'insuffisance cardiaque stade 3, je crois qu'il vaut mieux être hospitalisé dans un centre de réadaptation. Comment s'est développée la cardiologie du sport en France ces 2 dernières décennies? Et quelles ont été les principales évolutions que vous avez vues apparaître sur les dernières recommandations? Tu parles des 2 dernières décennies, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la cardiologie du sport, elle est née avec des Français. On est en plein Tour de France actuellement, et l'une des premières descriptions des variations électrocardiographiques des sportifs, ben, c'est M. Place et M. Talbot, je crois qu'il était avec Place et Talbot qui avaient dans les années 50-60, qui ont suivi le Tour de France et qui ont décrit donc ces bizarreries qui étaient liées à une activité d'endurance. Ils n'avaient pas lu les coraux ni les échos, donc ils avaient fait des descriptions qui étaient quand même très bien classées, très bien faites. Après, c'était pas toujours très cohérent par rapport à l'hypertrophie septale. Alors l'écho est venu après. L'écho, justement, c'est un Français aussi qu'on oublie. Je crois que c'est aux Jeux d'Atlanta. Il est arrivé sur le campus. À l'époque, les sportifs étaient sur le campus universitaire. Hein, ils n'étaient pas aussi bien logés que maintenant. Et donc, il avait amené 2 appareils d'échographie. C'était au début de Ranceau, oui. Au début de l'écho, et c'est le premier, un Français, qui a décrit donc cette hypertrophie dilatation, notamment chez le sportif d'endurance. Alors après, ça s'est développé, ça s'est structuré. En France, il y a eu le Club des cardiologues du sport, et puis après, la Société française de cardio a fait un groupe de travail spécifique de cardiologie qui est maintenant en fait associé au groupe de réadaptation, ce qu'on appelle le GERSP, c'est le groupe exercice, réadaptation, sport, prévention. Voilà, donc qui a évolué. Alors je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de choses à écrire, à dire chez les sportifs, mais en tout cas, on voit des variations dans les recommandations régulièrement. Et quel œil portez-vous sur l'évolution de la cardiologie actuelle? Et je crois que chez les cardiologues, il faut qu'ils ne perdent pas le goût et la pratique du soin. C'est-à-dire que maintenant, avec les recommandations européennes, c'est comme la recette de cuisine. Hein. C'est 30 grammes de ci, 10 grammes de ça, puis ça a été dit comme ça. Et puis, c'est le gène interne qui est studieux et qui connaît bien un basique ou autre, qui prescrit basique. Et après ça, il estime qu'il a fait son travail et que le malade peut sortir. L'honneur, je peux dire, moi, de la réadaptation,
c'est justement que c'est là que le malade peut trouver des médecins qui s'occupent vraiment de lui. C'est un message important, effectivement. J'espère que les jeunes vont écouter. Professeur Douard, vous avez un commentaire à faire sur l'évolution que vous avez vu passer? Oui, c'est-à-dire qu'on assiste à une hyperspécialisation. Alors c'est bon, c'est pas bon. C'est-à-dire effectivement, il y a des services de pointe où on traite des pathologies rares ou des difficiles, et les gens sont parfaits pour ça. Mais je le vois également dans la réforme de l'internat, où malheureusement, je vois des internes qui font par exemple, pendant leurs 4 ans, 5 ans maintenant, quasiment que des stages de rythmologie. Ignorent l'hypertension, la maladie coronaire, des choses comme ça. Donc chez les jeunes, je suis assez inquiet de cette hyperspécialisation parce qu'on perd complètement cette notion de prise en charge globale du patient. Ça fait un peu vieux de dire ça, mais il nous manque des vieux cliniciens. Je vais vous poser une dernière question à tous les deux. Avez-vous un regret dans votre carrière, une omission dans votre parcours de médecin, quelque chose que vous auriez aimé mettre en œuvre ou développer? Professeur Brousset. J'ai regretté de ne pas faire de la vraie physiologie basique dans quelques labos américains ou suédois. Les Suédois, c'était mes dieux de la physiologie. Ça, ils m'ont appris, je suis allé faire des stages avancés d'épidémiologie. J'ai appris, j'ai découvert un monde. Le regret, c'est que bon, la trivalence des tâches au niveau universitaire, hospitalier, elle est impossible à remplir. Hein. Le soin, la recherche, l'enseignement, et maintenant une quatrième qui est l'administratif, qui nous bouffe du matin au soir, fait que effectivement, bon, il y a plein de choses qu'on a initiées, mais qu'on n'a pas pu concrétiser, même si j'ai essayé de transmettre le flambeau comme j'ai pu. Mais bon, il ne faut pas avoir de regrets. Hein. On a fait le maximum. C'est une page qui se tourne, puisque nous sommes maintenant 2 retraités face à toi, et que la relève est assurée par des gens aussi brillants que toi, j'en suis sûr. En 20 ans, ce que les progrès de ta vie, les progrès des stints, les progrès de la stimulation et tout, et ça a été formidable. Merci en tout cas. Merci énormément pour votre temps accordé à l'École numérique de cardiologie pour cet entretien. Avec plaisir, Jérôme. Et merci surtout d'avoir autant apporté à la médecine et à la cardiologie française. Et je vous souhaite une bonne retraite à tous les deux et au plaisir de vous revoir. Ok, à bientôt.